Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 29 mars. Tout démolir pour reconstruire. Une demolition party était organisée à Thionville dans l'ancien garage Citroën d'Hillman. Le site doit accueillir des logements en 2025. Place aux franco-allemands dans le sport. Dans le cadre du programme Robert Schuman et Terre de Jeux, des collégiens français et allemands se lancent le défi 57 proposé par le département. Sport toujours avec cette rencontre entre Metz Handball et Brest ce mercredi soir, une rencontre très attendue aux allures de finale. La journée de jeudi sera marquée par la douceur avec 11 à 12 degrés en matinée, nuages, pluie fine et coups de tonnerre seront de la partie, 16 degrés au maximum de la journée. Et notre invitée ce soir est Christine Bosséréan, présidente de Metz Tennis de Table. Bonsoir. Bonsoir. On va revenir avec vous sur la rencontre face à la Pologne qui attend les joueuses. On se retrouve dans un instant pour en parler. Place à l'actualité. Présente depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, la jeunesse continue ses actions. Exemple des 5 heures ce mercredi matin, au cœur de l'Université de Lorraine à Metz, où un blocus s'est déroulé devant les portes de l'UFR Arts, Lettres et Langues, à l'initiative de l'ensemble des associations politiques étudiantes, de la CNT et de l'association Le Point Levé. Grillages, poubelles entassées, pancartes et tags étaient visibles. On fait le point avec l'une des militantes. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est une action coup de poing avec l'Assemblée Générale étudiante qui a décidé de bloquer ce bâtiment pour pouvoir s'adresser assez largement en fait, à l'ensemble des étudiants au moins de ce bâtiment-là. Depuis la semaine dernière, le passage en force du gouvernement avec le 49.3, il y a un sursaut dans l'ensemble des universités du pays. Il y a des assemblées générales à plus de 1000 qui se font dans énormément de villes, etc. etc. Aujourd'hui, c'était important pour nous d'être là avec, comme vous voyez derrière moi, les grandes bandes qu'on a déployé, non seulement contre la pause appelée de ses voeux par l'intersyndicale, la pause dans la mobilisation, mais aussi en soutien à tous les réprimés, que ce soit par la Bravem à Paris, que ce soit par toutes les forces de police, etc., mais aussi à ceux de Sainte-Soline, et dont 2 personnes sont dans le coma aujourd'hui entre la vie et la mort. La direction de l'Université de Lorraine a informé les élèves que les cours ne seraient pas dispensés dans l'UFR ce mercredi. Le reste du campus n'a pas été impacté. En matière d'éducation, toujours le palmarès des lycées et collèges vient de tomber. En Moselle et en filière générale, les lycées privés Notre-Dame de Peltre, celui de Sainte-Chrétienne à Saint-Avold ou encore le lycée public de Bitche comptabilisent 100% de réussite au bac. En dernière position, avec tout de même 76% de réussite, on retrouve le lycée des métiers Blaise Pascal de Forbach. Entre 92% et 99%, on retrouve les établissements tels que le lycée Louis-Vincent de Metz ou encore les lycées Faber à Metz et le lycée polyvalent Mangin à Sarrebourg. On en parlait dans les titres. Avant de reconstruire, il faut souvent démolir, un credo qui était plus que d'actualité hier soir au cœur de l'ancien garage Citroën d'Hillman, bientôt démoli pour laisser place à des résidences neuves construites par Terralia Immobilier. Pour l'occasion, élus, partenaires financiers, habitants et futurs résidents ont participé à une demolition party. Armés de masses et d'un tractopelle, ils se sont défoulés tout en rendant hommage à 54 ans du garage automobile. Retour en images sur l'événement. Cette fois-ci, le BTP a trouvé de la main-d'œuvre facilement. En réalité, dans la peau de ces ouvriers, ce sont des habitants, des élus, des partenaires et du personnel de Terralia Immobilier, nouveaux propriétaires du site. Tous participent à une demolition party au cœur de l'ancien garage Citroën d'Hillman, à l'abandon depuis 2018. Une animation destructrice pour marquer le début d'un nouveau chantier. Ah, ça fait du bien. C'est un vrai plaisir parce que nous qui sommes dans les bureaux, on n'a pas toujours l'occasion de voir ce qui se passe sur le terrain. Ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression de casser pour reconstruire et pour écrire une nouvelle page. D'abord simple boutique, le site est devenu un garage automobile de renom. Dans les prochains mois, les habitants de Garches verront naître 26 logements au cœur du domaine de Diane, nom donné en l'honneur du célèbre modèle sorti par Citroën. On va en faire une résidence pour des gens qui veulent habiter dans le secteur parce que le secteur est attractif, parce qu'ils souhaitent habiter dans un endroit, un village, et c'est un village aux portes de Thionville et aux portes du Luxembourg. Mais avant de démarrer le chantier, place à cette soirée mêlant créativité, nostalgie et projet d'avenir.
En attendant que les anciens locaux soient réellement démolis au mois de mai, il fallait donc rendre hommage à la famille Dillman. On a démarré de rien. Et on a fini avec 27 employés. Alors c'est vous dire qu'on n'a pas chômé. Et ce soir, je suis très émue. Pour l'occasion, les murs ont été colorés de graphes, comme cette fresque représentant Marie-Agnès, fille des anciens propriétaires. Moi, j'y suis née, j'y ai travaillé. Et j'ai toujours connu ce garage en pleine activité jusqu'à ce que mes parents prennent la retraite. Voir qu'un nouveau projet va naître, quelque part, ça nous fait un passement au cœur parce qu'on n'est plus chez nous. Mais en même temps, c'est un très beau projet, donc on tourne la page et c'est une nouvelle vie qui démarre. Une nouvelle vie également pour les futurs résidents du domaine de Diane, qui doit définitivement sortir de terre début 2025. Autre lieu, autre projet avec un aménagement particulier à Sarreguemines dans les prochaines décennies. Quel visage aura le site des anciennes faïenceries ? La reconversion de ces 33 hectares de friches passionne les habitants, si bien qu'ils étaient nombreux à suivre la présentation d'un scénario envisagé par la ville qui permettrait de disposer de nouveaux équipements dans les prochaines années. Plus d'explications dans ce reportage. Voici ce à quoi pourrait ressembler le site des anciennes faïenceries en 2050. Sur ce site de 33 hectares, on retrouverait des bâtiments sur un tiers de la surface. En plus de la forêt, des constructions historiques seraient préservées comme le débarcadère, le laboratoire ou encore les bâtiments de la direction ou celui des moules. Le site des anciennes faïenceries fait partie du patrimoine de Sarreguemines et il est hors de question de tout détruire. Aucun bâtiment ne sera rasé sans réflexion, sans avoir pesé le pour et le contre en matière d'aménagement de cet espace. Le scénario d'aménagement qui a été présenté hier à l'occasion d'une réunion publique fait apparaître aussi beaucoup de nouveautés. Entre 450 et 615 nouveaux logements seraient créés. Il y aurait aussi un hôtel-restaurant, une salle de spectacle, une salle d'escalade, un skatepark, un boulodrome et le musée des faïenceries qui déménagerait pour s'installer ici. Le tout coûterait bien évidemment plusieurs dizaines de millions d'euros. Parce qu'on s'imagine peut-être que la mairie pourra tout financer. Vous vous en doutez bien, ce n'est pas le cas. Donc tout dépendra aussi de la pertinence des projets privés qui nous seront présentés. Il faut le dire et le répéter, ceci n'est qu'une projection, rien n'est encore déterminé. La mairie indique que chaque projet sera travaillé avec chacun des porteurs qui se manifeste ou se manifestera. Le projet de requalification du site des anciennes faïenceries ne serait terminé que dans une vingtaine d'années. Pour autant, le travail a commencé. La ZAC, ou zone d'aménagement concerté, doit être créée cet été. Des premières démolitions sont espérées d'ici à la fin de l'année. Près de 4000 emplois en CDI direct créés depuis le 20 août 2021. La plateforme Amazon installée à Osny a demandé un rapport pour comprendre son impact sur le territoire 1 an et demi après son implantation. Le géant du e-commerce souligne un impact positif sur l'emploi, puisqu'il devient le premier employeur privé de la Moselle. Au moment de l'étude, 44% des salariés étaient des femmes et 65% des effectifs étaient au chômage avant d'arriver sur le site logistique. Au total, 79% des salariés du site se disent satisfaits. On s'intéresse maintenant à l'environnement cette semaine, focus sur la préservation de nos forêts. Comment protéger la nature en diversifiant les essences d'arbres pour s'adapter au changement climatique ? C'est en tout cas le constat fait en forêt de Harberg, dans le pays de Sarrebourg. Aujourd'hui, un merisier a donc été planté, mais pas par n'importe qui. Miss France 2023 en personne. C'est un reportage de Mathieu Coiffier. On va le planter à 3. Ouais. Comme ça, voilà. Pour Indira Ampio, une première. Aujourd'hui, Miss France 2023 est apprentie paysagère pour la bonne cause. C'est un plan de merisier, un plan en godet. Au cœur de la forêt de Harberg, Guillaume Burkel a choisi de replanter merisier et érable, une diversification. La bonne réponse face au manque d'eau et à la canicule pour permettre des rejets naturels. Et là, on voit très bien, on a une petite régénération. Il y a des essences donc de l'épicéa, du charme, du hêtre, du sapin, un Douglas, un pin. Voilà, ça c'est une diversité. Et ça c'est naturel, c'est naturel, ça a poussé naturellement. La diversification, une démarche pas si courante pour la forêt lorraine.
Miss France nous offre une certaine notoriété et on peut mettre justement en avant des personnes qui œuvrent, des actions, des causes importantes et c'est important de mettre en avant tout ça parce que c'est notre santé aussi, l'écologie, c'est nos terres et il faut prendre bien soin de la planète. Replanter massivement, une réponse au changement climatique pour les 51 000 hectares de forêt privée en Moselle. On passe à la culture maintenant. Pour la boîte à malice cette semaine, Alicia Hublot est allée à la rencontre du photographe d'origine messine Hugo Lardonnais, mais également de l'auteur-compositeur-interprète Marius, avec lequel il collabore régulièrement. Alicia, qui a également poussé les portes de l'atelier de la sculptrice montignienne Natalia Sinali, qui nous parle ici de son inspiration. En ce moment, mon inspiration, c'est les thèmes de femmes. Et c'est des formes plutôt épurées. J'aime bien travailler une ligne, une suggestion de la forme. Et tout ça, ça tient à une évolution que je fais pendant mes études, en passant pour plutôt un dessin académique, jusqu'à pouvoir transformer la forme. Des fois, on imagine ce qu'on va faire. Et on a déjà cette idée en tête et on commence avec un projet. Mais des fois, on commence simplement avec un bout de terre, tout simplement. Et petit à petit, la forme, elle commence à apparaître. Je ne sais pas comment elle va être terminée, cette pièce, mais peut-être il va y avoir un regard expressif, ou pas, simplement en train de penser. Et voilà, ça vient tout doucement. Vous connaissez la musique, c'est un reportage à découvrir en intégralité ce soir à 19h et sur notre site internet www.moselle.tv. Une artiste à l'école, et plus précisément au cœur de l'ensemble scolaire Jean 23. L'actrice Odile Villemain, ancienne élève de l'établissement, est revenue sur les bancs de l'école le temps d'un après-midi pour échanger avec la jeunesse. Une rencontre qui marque la 11e édition du dispositif Un artiste à l'école. Regardez. Moi, dans ma tête, je peux toujours me renouveler, je peux refaire des trucs sur le voyage, etc. Donc j'ai pas de retour. L'actrice Odile Villemain était de retour à Jean 23, l'occasion pour l'actrice d'échanger et de partager son expérience avec plus d'une centaine de lycéens. Ça me fait plaisir en fait de revenir et puis je trouve ça chouette d'aller rencontrer les jeunes générations. Je trouve ça chouette ces échanges dans les deux sens en fait. Finalement, eux ils sont venus me voir en me disant oh, c'était super, c'était hyper généreux, merci, hyper inspirant et tout. Mais en fait moi de voir ça, ça me nourrit aussi. Pour elle, rien ne presse, il faut prendre son temps pour choisir sa voie. Moi, honnêtement, à 20 ans, je savais toujours pas ce que je voulais faire et tout. Et puis, il y en a qui doivent sûrement savoir ce qu'ils veulent faire et puis c'est super. Et puis, il y en a pour qui c'est un peu plus nébuleux, confus et que c'est pas grave en fait. Pour les enseignants, même discours, cette rencontre permet de faire prendre conscience qu'il n'y a pas qu'une seule voie et que tout est possible. C'est-à-dire de leur faire comprendre qu'il est possible, s'ils ont vraiment envie de faire un métier qui sort des sentiers battus, un métier dans le domaine artistique, s'ils y croient vraiment, de tout mettre en œuvre pour que ce soit possible. Des jeunes qui ont apprécié ce moment, pour eux le parcours de l'actrice fait rêver, mieux, il inspire. On peut la regarder et se dire que ça pourrait être nous. C'était assez clair ce qu'elle disait, on a pu poser pas mal de questions, c'était super intéressant. La 11e édition d'un artiste à l'école se poursuit tout au long de l'année à travers toute la France avec plus de 35 artistes. Dans le cadre de la 7e édition de la Fête de l'Allemand, organisée par le département de la Moselle, le collège Paul Verlaine de Mézières-les-Messes propose le défi 57, une action autour du sport franco-allemand et qui s'inscrit dans la dynamique Terre de Jeu. C'est un reportage d'Aymeric Guillaume. Quoi de mieux que le sport afin de briser la barrière de la langue ? En Moselle, l'entente avec le voisin allemand fait partie du quotidien. Dans ce cadre, le collège Paul Verlaine de Mézières-les-Messes a mis en rapport le sport et la langue à travers ses binômes de correspondants franco-allemands dont l'objectif est de travailler ensemble sur des actions et des défis sportifs. Ça passe très bien, c'est super ce que nos enseignants ils ont fait pour nous. Oui, très bien, oui. Je trouve que la matinée s'est très bien passée, on avait de bonnes activités avec un bon encadrement, c'était vraiment bien avec de bonnes idées. J'ai trouvé ça super cool qu'on fasse cette chasse au trésor et jouer au volleyball. Cette journée était vraiment cool. Au programme, acrosport, courses d'orientation, mais aussi remise de diplôme dans le cadre du projet Robert Schuman. De quoi laisser une trace indélébile de cette journée,
tant sur l'aspect expérience de vie que sur l'aspect scolaire. Les élèves, ils sont en immersion totale pendant 2 semaines, ils passent 1 mois tous ensemble. Et puis à la fin de cette expérience, ils reçoivent un diplôme officiel, une attestation qu'ils garderont pendant toute leur scolarité et qui atteste de leur participation au programme. Il y a un langage commun, le langage corporel, le langage artistique ce matin, tout ça, ça permet d'aller au-delà du langage. Et après, la langue reste un vecteur, qu'elle soit allemande ou française. Pour finir, ces collégiens, entre rire et effort, se sont affrontés dans le cadre d'un tournoi de volley-ball franco-allemand. Ce lien, qui se tisse depuis plus d'1 an pour certains et certaines, aura forcément des répercussions et crée de véritables amitiés. C'est le duel tant attendu par toute la famille du handball féminin français. Metz Handball et Brest Bretagne Handball se retrouvent ce soir pour le match retour du championnat. Les enjeux sont les suivants: la suprématie nationale, un pas de plus vers le titre pour les Dragons ou un sursaut d'orgueil pour les Rebelles éliminés dimanche dernier en Ligue des Champions. L'avant-match avec Arnaud Demerlet et Aymeric Guillaume. D'un côté, Bruna De Paola, Sarah Bouktit ou encore Chloé Valentini. De l'autre, Jenny Carlson, Paoletta Fopa et Alicia Toublanc. Les stars de la Ligue Butagaz Énergie se retrouvent aux arènes, transformées en pistes aux étoiles pour le choc de la 19e journée entre les 2 meilleurs ennemis, Metz et Brest. Invaincus et largement en tête, les Dragons peuvent définitivement tuer le suspense pour un nouveau titre de championne de France. Oui, on a hâte. C'est vrai qu'on a connu des mois avec énormément de rythme, et là, on est à la limite d'en manquer un peu. Donc, ça va faire plaisir de retrouver l'envie et un peu le feeling du match après une grosse semaine et demie d'entraînement. Donc, on a hâte. Éliminés de la Ligue des Champions 3 jours auparavant, les Brestoises de Pablo Morel n'ont pas eu le temps de gamberger et entendent bien profiter du rythme engrangé face à Esbjerg, alors que les Messines n'ont plus joué depuis 15 jours et un dernier succès tranquille face à Saint-Amand. Je sais pas, parce qu'on peut dire que nous on est reposés et qu'elles du coup elles sont fatiguées, donc je pense qu'il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Nous on a essayé de très bien s'entraîner et de garder beaucoup de rythme pour justement essayer d'égaliser un peu ce qu'elles ont fait contre Esbjerg, mais je pense pas que ça va nous défavoriser non plus. Vainqueur dans le Finistère à l'aller, Metz Handball veut enfoncer le coup et confirmer sa suprématie nationale du moment. Et prendre un peu plus un ascendant psychologique avant les retrouvailles 3 jours plus tard à Brest, cette fois-ci en demi-finale de la Coupe de France. Mais ce n'est pas le seul rendez-vous sportif et incontournable de cette semaine. Focus sur le tennis de table avec notre invité du jour. Christine Beaucérin, bonsoir. Vous êtes la présidente de Metz TT, Metz Tennis de Table. On ne va pas y aller par 4 chemins dans cet entretien. C'est la première fois depuis l'histoire du club que vous vous retrouvez à ce niveau en Ligue des Champions, c'est bien ça? Alors là, à un tel niveau dans la Ligue des Champions, puisque voilà, c'est la première fois que nous atteignons la finale de la Ligue des Champions. Après 2 années à avoir atteint la demi-finale et donc avoir perdu en demi-finale. Le sentiment alors aujourd'hui? L'espoir, déjà la satisfaction, la très grande satisfaction et le bonheur d'avoir atteint ce niveau pour une équipe jeune, vraiment très enthousiaste, qui en veulent, qui se sont vraiment, qui se sont donnés tout au long des 2 gros matchs qu'elles ont dû jouer en quart de finale et en demi-finale pour atteindre cette finale. Alors cette finale aller se fera ce jeudi 30 mars face au club polonais Tarnobrzeg, un mastodonte puisque tenant du titre en 2022 et qui a gagné tous ses matchs 3-0. Comment réussir à bousculer cette équipe justement? Peut-être avec le mental, puisque le mental et la volonté de se surpasser encore une fois. Elles l'ont déjà fait, on va dire 4 fois, puisque match aller-retour en quart de finale contre Berlin, qui était déjà une équipe qu'on n'avait jamais réussi à battre. Berlin 5 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Et oui, contre Linz, qui rivalise aussi avec Berlin, avec Berlin, qui ont gagné effectivement 2 fois la Ligue des Champions. Donc elle aussi match aller-retour, donc 2 grosses performances encore une fois. Est-ce que cette pression supplémentaire peut déstabiliser les joueuses demain? Non, je pense qu'elles vont justement se laisser aller, puisque on n'est vraiment pas donné favori sur le papier. Donc elles ont tout à donner, elles ont rien à perdre finalement.
comme elles n'ont rien à perdre, je pense qu'elles vont y aller à fond. Et on n'est pas à l'abri d'une surprise, même si elle sera extrêmement grande, si tel est le cas. En pourcentage peut-être, est-ce que vous avez une estimation de la victoire potentielle? Non, pas du tout. Non. Alors, est-ce que STT est habitué à être à ce niveau-là finalement? Vous avez parlé de Berlin, de Linz. Oui. Alors, ça fait quand même 3 ans où nous atteignons les demi-finales et cette année la finale. Donc, on n'est pas habitué puisque ça fait que quelques fois que nous avons atteint ce niveau-là. Mais avec des joueuses qui ont mûri à Metz, qui se sont entraînées à Metz. Et donc, c'est ça qui nous rend en plus fiers, finalement, puisque ce ne sont pas des joueuses qu'on a été chercher une à droite, une à gauche, un peu comme l'équipe polonaise que nous allons rencontrer demain soir. Vous voulez dire que ça serait un avantage, finalement, une cohésion peut-être un peu plus définie? Une cohésion et puis rien à perdre. Alors concrètement, est-ce qu'on peut dire que le parcours est d'ores et déjà réussi? Oui. Les objectifs c'est déjà plus que réussi. On avait déjà peur de perdre en quart de finale contre Berlin. Donc là, les filles ont donné tout ce qu'elles pouvaient et elles se sont surpassées. Elles se sont surpassées également contre Linz. Il ne faut pas oublier Loïc, leur coach, qui sait très bien comment faire et qui leur fait entièrement confiance et qui... Elle gère les matchs à venir avec lui. Donc c'est une équipe très soudée. Donc la saison est déjà atteinte. Voilà, nos objectifs sont déjà atteints, même s'il reste encore le titre du championnat de France à jouer. Alors est-ce que cette rencontre, c'est finalement la meilleure promotion pour le club messin et le tennis de table français? Oui, je pense. Je pense vraiment parce qu'aucune autre équipe, si ce n'est il y a très longtemps, mais la Champions League n'existait pas. Aucune autre équipe en tennis de table féminin n'a atteint ce niveau. Jamais. Donc ça met en valeur le tennis de table, le sport féminin. En parlant de sport féminin, j'espère que ce soir les Dragons vont gagner, puisque Metz est bien représenté quand même au niveau du sport féminin, donc ça m'enchante. Et on n'a jamais vu autant de monde au complexe Sassaforien pour un match féminin. Alors pour terminer, c'est quoi le programme pour les joueuses jusqu'à l'heure fatidique du match demain? Elles ont sûrement bien revisionné les matchs où elles ont perdu, elles ont visionné des matchs de leurs adversaires, elles ont travaillé avec le coach là-dessus. Pour essayer de voir quels étaient les points faibles, les points forts. Elles ont décidé de la composition de l'équipe, sûrement avec le coach, puisqu'on ne la connaît pas avant le début du match. On ne sait pas qui va affronter qui avant le début du match. Elles se sont un petit peu entraînées et se sont reposées. Alors je rappelle tout de même une dernière fois, suivez le match sur notre antenne donc ce jeudi 30 mars. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Très bon match et à bientôt. Merci à vous. Bonsoir. Souvenez-vous, elles étaient 2 Mosellanes en lice sur 11 prétendants aux Oscars du meilleur jeune fleuriste de France. C'était ce lundi. Au final, Lorraine Rand, qui participait pour la 2e fois, n'a pas décroché le titre. À Paris, la fleuriste de Grossbiederstroff a terminé 4e, comme tous les autres concurrents qui n'ont pas foulé le podium. De son côté, Anaïs Ménard, de la 5e saison à Terreville, a également terminé à la 4e place. Cette année, l'eau et les forêts étaient à l'honneur de ce concours afin de sensibiliser le grand public pour préserver les ressources. Merci de nous avoir suivis pour la suite de votre programme. Découvrez Jacques Florentin, pharmacien de métier, parti découvrir les plantes à travers le monde. Ça sera dans le face-à-face, suivi d'une bonne dose de culture avec une nouvelle boîte à malice dès 19h. Et ne manquez pas, bien sûr, Metz Handball face à Brest sur notre antenne dès 19h30. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.